L'aventure, c'est ce que chacun d'entre nous devrait tenter au moins une fois dans sa vie, pour repousser les limites de l'horizon et apprendre des hommes et des événements afin de ne jamais se croire arrivé en ayant tout compris. C'est un frisson passionné, une détermination exaltante qui nous apporte la communion avec notre univers, permettant une évolution permanente et un bonheur instantané. L'aventure est un chemin qui a du cœur. Jérôme Pasteur, bonjour. Bonjour. Vous aurez reconnu ces mots. Ça me dit quelque chose. On les trouve sur votre site internet. On vous a titré nomade plutôt qu'aventurière, parce qu'aventurière, je crois que c'est un mot que vous n'aimez pas bien. Oui, aventurière, c'est la façon dont on m'appelle en France, mais moi je ne suis pas partie pour vivre l'aventure, je suis partie pour vivre ma vie, et c'est effectivement une vie de nomade, c'est très joli nomade, oui. Alors on va rappeler aux gens quelle est votre vie, une vie effectivement exaltante, faite d'aventure malgré tout. Je crois que les gens vous ont découvert en 1988, vous aviez alors 34 ans, et vous êtes revenu en France pour parler de votre seconde famille, mais je vais vous laisser en parler vous. Ce sont les Achaninka, on est donc au Pérou. J'ai rencontré pour la première fois les Achaninka en mai 1984 et déjà à l'époque il fallait faire quelque chose pour eux et c'est pour eux que je reviens. En fait je reviens en 87 me semble-t-il et en 88 c'est Chaveta la sortie du premier ouvrage. Quel est le livre qui vous a fait connaître et qui a fait connaître votre combat pour ces Indiens Achaninka? Je viens pour parler des Achaninka et on s'intéresse un petit peu, les médias en France, les gens s'intéressent un petit peu aux Indiens. En fait je me rends compte qu'ils s'intéressent beaucoup plus à moi. Et on me demande d'écrire un livre sur ma vie et j'écris un petit peu sur moi et beaucoup sur eux. C'est normal aussi qu'on vous ait demandé d'écrire un livre. Vous êtes une jeune femme intrépide et la vie dans un pays comme la France ne vous intéresse pas beaucoup. Vous avez envie de partir en quête d'autre chose. Je ne savais pas exactement, je n'avais pas idée de ce que j'allais faire en France. Je fais des études de langue, je vais à l'université assez jeune, mais je me rends compte que ce n'est pas ici que je veux faire ma vie. Immédiatement, j'ai été attirée par le fait d'apprendre ailleurs. Je suis persuadée qu'on peut ailleurs, à travers le monde, apprendre beaucoup plus de choses que ce qu'on m'a dit ici. Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas ici qu'il faut que je découvre. C'est pour ça que je pars, à l'école de la vie finalement. Et vous découvrez, on peut parler d'une tribu primitive en parlant des Indiens Achaninka? On dit maintenant peuple premier parce que primitif a une connotation négative. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. D'ailleurs, primitif, c'est un mot magique, c'est un mot extraordinaire. On devrait tous encore être un peu primitifs, ça nous ferait beaucoup de bien. Mais non, on peut parler d'une ethnie originelle plutôt. C'est un peuple premier donc d'Amazonie, on est au Pérou, dans la cordillère de Vilcabamba. Les Achaninka au Pérou sont 40 000 personnes, peut-être même un peu plus, personne ne le sait. Mais à l'époque où j'arrive à Vilcabamba, il y a encore effectivement des communautés Achaninka non contactées. Des communautés Achaninka qui sont encore, donc peut-être peut-on dire, primitives, qui en tout cas vivent de façon encore ancestrale. Mais ils sont peu nombreux, beaucoup plus, et de moins en moins aujourd'hui encore. Et c'est une telle tribu qui vous a adopté, parce qu'il a fallu se faire adopter aussi par ces gens-là qui ont vu débarquer une jeune blanche. Ça se fait pas tout de suite, ça fait 20 ans, ça fait même 21 ans maintenant, et ça s'est pas fait, les premières années, ça s'est pas fait au cours des premiers voyages. Quand on arrive auprès de ces gens-là, la première réaction, à partir du moment où ils sont en confiance, où ils savent que vous n'allez pas leur faire du mal, c'est la curiosité. On est un petit animal un peu curieux. Ils ont l'habitude d'élever les bébés animaux, des animaux qu'ils tuent pour se nourrir. Et on est un petit peu comme un petit animal, une curiosité. Ils nous prennent un peu comme un fétiche. Donc d'abord un peu de confiance, ensuite cette curiosité, et après, tout doucement, s'instaure un autre rapport. Ils se disent, mais c'est étrange, elle est venue une fois, elle est venue 2 fois, voilà 3 fois, 4 fois qu'elle vient. Pourquoi? Il se passe quelque chose. En général, quand quelqu'un vient nous voir, ce qui était à l'époque extrêmement rare, il venait une fois, et au bout de 1 an, 2 ans, je dirais, quelque chose de nouveau s'est construit entre nous. Une vraie confiance, une vraie relation. Qui va passer à de l'affectif ensuite. Qui se transforme en une vraie amitié, qui se transforme en une histoire d'amour énorme, monumentale, entre eux, la nature, moi, et qui aujourd'hui me mène à être ici, pour parler d'eux, en fait, à être un peu une ambassadrice. Parce qu'il faut préciser que vous êtes très peu en France, vous êtes 3 mois en France par an. Même pas 3 mois, mais quand j'ai la chance
de pouvoir parler des Achaninka ou d'avoir un livre qui sort. Je suis un peu moins de 3 mois en France. Alors, les Achaninka, c'est une partie de votre vie, mais il y a aussi la mer qui représente une autre part importante dans votre vie, ce goût de la mer et des voyages en bateau. Et ça aussi, c'est important pour comprendre qui vous êtes. Je pars en bateau en fait. Quand je quitte la France, quand je fuis l'université et que je pars, j'ai mon bac à 17 ans. Bon, c'est un petit peu jeune, je ne sais pas exactement, je suis quelqu'un de la campagne, je ne sais pas exactement ce que je veux faire, je le disais tout à l'heure, et je pars à l'université à Lyon. Je suis affolée complètement par la ville, donc je dois apprendre l'anglais, l'allemand, l'espagnol. Ça m'intéresse, mais c'est la fac qui me bouleverse, que je ne trouve pas ma place. Donc je fiche le camp et je pars au Glénan faire du bateau. Je fais du bateau et je découvre, pas la mer, je la connais déjà, mais je découvre qu'avec une petite coque de noix, on peut partir, on peut faire sa vie, ramasser sa guitare, ses bouquins, mettre tout ça sur le bateau et partir. Et c'est ce que je vais faire. Je décide à 18 ans, étant donné que j'ai pas de notion de ce que je veux faire ici, je dis je vais aller découvrir le monde, apprendre l'école de la vie en bateau. Donc je pars et j'arrive chez les Achaninka par la mer en fait. Mais le bateau, vous ne l'avez jamais quitté depuis? Je construis un bateau pendant 4 ans et je pars avec ce premier bateau. Et j'ai jamais quitté la mer. Donc je continue à vivre, ça fait 25, 6, 7 ans, je ne sais plus, que je vis sur un voilier à travers le monde. Et quand je ne suis pas chez les Achaninka en forêt, je suis sur la mer. Quand on vous voit comme ça, petite bonne femme, menue, très douce, on a du mal à vous imaginer. Très douce, pas toujours. On sent une force vive à l'intérieur, mais c'est vrai qu'on a du mal à vous imaginer perdue dans la forêt péruvienne ou seule dans une mer démontée. Mais je ne suis pas perdue dans la forêt péruvienne puisque je suis avec eux. Si je n'étais pas avec les Achaninka, si je n'étais pas avec eux, si je n'avais pas été recueillie, adoptée par eux, vous le disiez tout à l'heure, je serais complètement perdue, vraiment. Mais je ne le suis pas. À partir du moment où, en bas du grand fleuve, je les retrouve, où ils descendent pour venir me chercher, là, je suis plus perdue. Tant que je suis sur le Henné-Apurimac, dans la pirogue, avec on ne sait jamais exactement qui, là, je suis perdue, oui. Tant que je ne les ai pas retrouvés, je suis perdue. Quand ils sont là, ça va. Merci beaucoup, Jérôme Pasteur. Merci. D'une enfance jurassienne dans la nature, elle a gardé le goût de la solitude, de la nature, des arbres surtout, et puis aussi un caractère bien trempé. De l'enfance, elle a également conservé ses idéaux, ne jamais ressembler à un adulte et poursuivre ses rêves. Une enfance heureuse qui forgera une vie d'adulte cohérente, engagée et bien à elle comme ce prénom unique aussi, Jérôme. C'est Jérôme. C'est Jérôme. Maman était persuadée qu'elle attendait un garçon. Raté. Elle avait choisi Jérôme. Et la prise de cours. Et là, c'est le frère de mon grand-père qui a trouvé Jérôme. C'est un prénom corse, m'a-t-on dit. Et il n'était plus du tout employé. Et je crois que depuis une quinzaine d'années, il y a beaucoup de petites Jérôme, m'a-t-on dit. Et je dédicace des tas de livres à des Jérôme. C'est sympa. Comment vous définiriez votre enfance, vous? Avec solitaire. Solitaire, avec pourtant un petit frère qui n'est pas longtemps derrière vous. Oui, un petit frère qui a 16 mois de moins, avec lequel justement on vit beaucoup en autarcie. On sortait pas beaucoup du jardin, on vivait dans le Jura, petite ville du Jura, et un petit peu en dehors de la ville. Et dès le départ, je cours dans les champs, il y avait un grand champ devant la maison, et on est beaucoup tous les deux. On n'a pas beaucoup de petits camarades de classe et d'amis. Asocial alors? Je dirais pas social, mais comblé par monter dans les arbres, faire des cabanes, galoper dans les champs, monter le mont Rivelle, qui est la montagne au-dessus de cette petite ville, qui était pour moi l'Everest. Quand on est tout petit, une grosse colline, c'était vraiment... il y avait un vieux château en ruine, ça me satisfaisait complètement. Alors je disais que vous aviez gardé vos idéaux, comme par exemple ne jamais ressembler aux grandes personnes hypocrites, égoïstes et mesquines. Vous aviez une vision de l'adulte à l'époque qui n'était pas... Ça, vous avez lu Chavétal. Fantastique. Je crois que c'est la tristesse de... Peut-être c'est moins flagrant maintenant, mais un petit peu les conventions, les non-dits... C'est très... J'attaque pas les catholiques du tout, mais je crois que c'est très catho, ça. Il y a des choses qu'on ne doit pas dire, il y a des choses qu'on ne doit pas montrer. Ça ne se fait pas. Et ça me révoltait. À 6 ans, ça me révoltait. À 10 ans, ça me révoltait. Ça me révolte toujours. Il y a, je crois, quelque chose dans nos sociétés européennes, quelque chose qui nous a fait énormément de mal. C'est cette espèce d'interdit judéo-chrétien qui nous a mis dans la tête tout un tas de choses, de blocages, et je haïssais ça dans mon enfance, je le hais toujours. Mais je crois qu'on est en progrès.
on est en très très net progrès. Mais vos parents, vous les mettez dans le lot ou ils étaient un peu à part Non, quand même? non. J'avais des parents très dynamiques, une mère rieuse, sportive, et qui m'a... On a eu une éducation stricte, hein. Les choses qu'on ne devait pas faire avaient une raison de ne pas être faites. Mais non, je penserais plutôt à ma grand-mère, que j'adorais. Ma grand-mère de Decize, qui a souffert. Je voyais ma grand-mère souffrir, manquer d'éclat de rire, parce que justement, ça ne se faisait pas. C'est l'époque aussi qui voulait ça. Oui, c'était l'époque. C'était l'époque. On ne pouvait pas s'exprimer et hurler de rire. Il faut hurler de rire quand on en a envie. Il faut vraiment se laisser aller. Comment avez-vous expliqué à vos parents votre besoin de partir alors que vous étiez heureuse dans cette famille? C'est terrible pour des parents de voir leur fille partir des fois pendant des années sans donner de nouvelles. Je ne suis pas revenue en France pendant 7 ans au début. Je ne me rendais pas compte. Je crois que si on se rend compte du mal que l'on fait, de la souffrance qu'on inflige, on ne part pas. On ne fait plus rien? Oui, on ne fait plus rien. Je me rends plus compte maintenant, mais à l'époque, j'étais inconsciente. 20 ans, 22 ans, 23, je ne sais plus. Ils ne l'ont pas pris contre eux, vos parents? Pas du tout. D'abord, ils n'y croyaient pas. J'ai mis 4 ans à construire le voilier, 4 ans à construire Gidarta. Donc, ils rigolaient en fait. Elle partira jamais, elle ne va pas y arriver. Ça ne marchera pas. Et tout doucement, quand même, ça a marché, je suis partie. Je pars et je quitte la Bretagne un jour, on est en 1981. J'étais déjà partie pratiquement 1 an naviguer auparavant sur un autre bateau. Je pars, je dis bon, je viens embrasser mes parents dans le Jura. Et puis, je navigue, je pars au Portugal, j'arrive aux Canaries. Et là, j'appelle, téléphone, tout va bien, mon bateau marche bien, je navigue, tout va bien. Maman hurle au téléphone, tu ne bouges pas. J'arrive. Et mes parents sont arrivés aux Canaries pour me dire adieu, au revoir. Ils n'avaient pas vraiment réalisé que je partais. Ils pensaient que j'irais pas loin, que je traverserais pas le golfe de Gascogne ou que je quitterais pas le Portugal. Mais si, je suis partie. Et donc, ils sont venus me dire au revoir. Et je partais sur le Cap-Vert, sur l'Afrique, et puis pour traverser l'Atlantique. J'étais en solitaire et mes parents étaient désespérés. Donc, on se promène aux Canaries et papa trouve 4 garçons qui louaient des planches à voile, des Suisses. Il arrive à leur expliquer que sa fille est seule, qu'il ne faut pas la laisser partir seule, que ça ne se fait pas. Et 3 des gars viennent avec moi. Il dit à ma mère, avec un garçon, elle risquerait peut-être quelque chose, avec 3, ça va. Et j'embarque les 3 garçons, qui étaient formidables. Et on a fait une croisière géniale jusqu'au Cap-Vert et jusqu'à Dakar. Quand vous êtes loin et que vous pensez à votre enfance, quelle est l'odeur particulièrement qui va revenir dans votre mémoire? L'odeur de l'enfance? Il y a 2 choses dans mon enfance. Il y a l'odeur du sapin, de la résine. Mon père était dans une scierie, avait une scierie dans le Jura. Et c'est peut-être pour ça ou pas pour ça, je ne sais pas, que je défends à ce point-là les arbres et que je suis une amoureuse inconditionnelle des arbres. En tout cas, c'est cette odeur de résine qui est ce souvenir. Et le bruit, c'est le bruit des tronçonneuses. Le bruit des tronçonneuses que j'entendais dans la forêt, parce qu'on habitait en lisière de forêt, d'abord dans cette petite ville, ensuite dans un village, et aussi à l'usine de mon père, on habitait à côté de l'usine, donc ce bruit des tronçonneuses a toujours été un bruit familier pour moi. Mais au jour d'aujourd'hui, quand j'entends ces mêmes bruits de tronçonneuses chez les Achaninka, au cœur de la forêt de Vilcabamba, là c'est plus le bruit de l'enfance, c'est le bruit assassin. Et il y a cette espèce d'ambiguïté, de dilemme sur ce bruit qui est terrible. Avant qu'on en vienne à cette discussion-là, juste une dernière question concernant votre enfance. Si vous pouviez aujourd'hui rencontrer la petite Jérômine Pasteur, l'enfant, vous lui diriez quoi? Change rien, continue, fais comme tu as fait, perds moins de temps. C'est vrai que maintenant je sais plus de choses et je prendrais des raccourcis. Je crois que j'aurais encore moins l'espoir non pas dans les gens, j'ai espoir en l'individu. J'ai appris cela. On peut espérer de quelqu'un. On ne peut pas espérer beaucoup de la masse et de la foule. J'ai espéré de l'aide pour les Achaninka de la masse et du grand nombre, ça ne marche pas. Il faut s'adresser aux individus. Il y a espoir l'individu, il y a une flamme divine dans l'individu. Elle n'est pas dans la foule, elle n'est pas dans la masse. C'est pour ça que j'aime beaucoup m'adresser à chacun d'entre vous, à chacun, pour demander de l'aide pour les Achaninka. C'est à chacun de prendre cette conscience. On va parler de votre combat dans la prochaine conversation, Jérôme. Petit cours
cours de géographie. L'Amazonie est la plus grande forêt tropicale restante. Elle représente approximativement l'équivalent de la surface de l'Europe de l'Ouest. Et si le Brésil représente à lui tout seul 60% de la surface totale de la forêt, il ne faut pas oublier qu'elle s'étend également sur le Pérou, la Bolivie, l'Équateur, la Colombie, le Venezuela et la Guyane. Alors on sait le rôle essentiel joué par le poumon de la planète, notamment dans la régulation du climat de la planète. Et puis on considère à 20 millions le nombre de personnes vivant dans cette forêt tropicale, tous concernés par la déforestation. Et Jérôme Pasteur, la déforestation de la forêt principalement au Pérou, en ce qui vous concerne, c'est vraiment le combat que vous menez actuellement. C'est un combat que je mène actuellement et depuis peu parce que dans la zone de la cordillère de Vilcabamba, chez les Achaninka, sur le long du Cotobereni, il n'y avait encore pas de déforestation jusqu'à fin mars de cette année. Ça commence et ça commence horriblement mal. C'est un drame. On coupe l'acajou. Il faut savoir que l'acajou est interdit de coupe au Pérou et dans des tas de pays au monde. Les territoires Achaninka sont interdits de pénétration. Oui, parce qu'ils ont été reconnus par le gouvernement péruvien, ces territoires. territoires-là. Leurs territoires sont reconnus comme étant des territoires propres aux Indiens. Donc il y a des lois, il y a des choses qui ont été faites, intelligentes, mais tout le monde s'en fiche. Donc c'est une déforestation totalement illégale. Il y a une déforestation quelquefois qui est légale, mal menée, mal gérée, dont on peut, face à laquelle on peut s'opposer évidemment, mais celle-là en plus est totalement illégale. De par l'invasion des territoires, de par le fait que l'acajou est un bois protégé et de par le fait qu'ils attaquent aussi un parc national. Pourtant rien n'est fait, absolument rien n'est fait au Pérou, dans la cordillère du Vilcabamba contre la coupe illégale de l'acajou. C'est un drame, un de plus. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire depuis la France notamment? Ce que je peux faire moi, rien. Sans vous, rien. Moi toute seule, rien. Et c'est ce que j'essaye d'expliquer depuis ces quelques mois où je suis de retour pour en parler. C'est que ce que j'essaye de faire comprendre à tout le monde, à vous, tous qui nous regardez, à chaque individu, quel qu'il soit, du plus petit au plus grand, c'est à vous de prendre la décision. Les Achaninka demandent du secours. Ils demandent du secours parce qu'eux vivent dans cette forêt, ils en vivent, ils l'aiment, ils sont eux partie intégrante du système d'existence de cette forêt primaire et ils nous appellent au secours à travers moi. Ils vous demandent de l'aide. Alors de quoi avez-vous besoin? Vous avez besoin d'argent? Je ne sais pas demander d'argent. Je suis très 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 mauvaise, je suis nulle là-dessus. Et pourtant c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut, il faut que j'ai le courage de le dire. Il nous faut de l'argent. Des gens disent mais on peut vous aider à aller là-bas. Si on va là-bas, on y va. Alors à ce moment-là, on y va avec des kalachnikovs et on entre en guerre. Ce qu'on a un peu ce qu'on a tenté de faire cet été dernier là-bas. On est allé avec un groupe d'Achaninka attaquer, je dirais, les bûcherons. Attaquer verbalement. On avait pris les 2-3 pétoirs que l'on a, les Achaninka avaient pris leurs arcs et leurs flèches. On était donc armés, mais on les a attaqués verbalement. On est monté au petit matin vers Paris-Jarreau, le long de la grande cascade, la cascade sacrée des Achaninka. À l'aube, on les a encerclés. Il y avait tout, il y avait des femmes, il y avait des enfants, il y avait les chasseurs, les guerriers. Ils ont vraiment eu peur. Il y avait 5 bûcherons avec des tronçonneuses, des machines énormes qui étaient en train de découper en planches un acajou. Ils étaient morts de trouille. Et on leur a dit, vous n'avez pas le droit d'être ici. La forêt est Achaninka. L'acajou est illégal. Ils n'ont pas dit non, ils ont dit oui. Vous n'avez aucun papier, aucune permission. Donc vous devez partir. Et on les a chassés, ils sont partis. Ils sont revenus 15 jours après avec des gardes du corps. Donc quand les gens me disent ce qu'on peut faire là-bas, soit on déclare la guerre, mais on sera perdant, parce qu'on ne fera pas le poids. Il faut savoir que ces bois précieux, au sommet de la pyramide, de la coupe de ces bois précieux, sont les grands dirigeants des entreprises internationales du bois précieux. Si des bûcherons, qui, eux, de toutes les façons, sont de pauvres bougres, sont des gars qui essaient de gagner leur vie aussi. Si ces gars-là vont dans la forêt, la vie est dure, c'est rude, ils en bavent pour aller couper leurs acajou de façon illégale au fin fond de la forêt. Ce ne sont pas eux les fautifs. Les fautifs, finalement, c'est nous. Nous qui achetons du teck, nous qui achetons de l'acajou, nous qui achetons le bois rouge, le bois précieux. Si on cessait tous aujourd'hui d'acheter du bois précieux, on n'aurait plus besoin d'aller le voler dans les forêts, de le couper dans les forêts. Au jour d'aujourd'hui, les gens n'ont pas encore pris vraiment conscience de cela, ça commence. Et vous me demandiez tout à l'heure qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter cette coupe de l'acajou, et je disais de l'argent. On ne peut qu'essayer le plus vite possible dans l'urgence de réunir des fonds pour payer sur place des gens qui sont commandités, pour aller arrêter ces illégaux.
il y a au Pérou une organisation qui s'appelle l'INRENA. Ces gens reçoivent des salaires, ils sont payés par le gouvernement pour entrer dans les zones de forêt et arrêter les illégaux. Seulement nous vivons, nous, avec les Ashaninka, dans une zone extrêmement reculée, Ah oui. extrêmement dure d'accès. En plus, c'est une zone de non-droit, une zone de narcotrafic de cocaïne, une zone où c'est aussi réfugié le sentier lumineux. On est complètement hors la Parce loi. que les Ashaninka, on ne l'a pas encore dit, mais ont été décimés aussi par le sentier lumineux. Et dès qu'un Ashaninka voit une arme, ça lui rappelle quand même des mauvais souvenirs. Bien sûr, 7000 Ashaninka ont été assassinés dans cette région par le sentier lumineux. Ça, c'est un autre combat, c'est encore autre chose. Depuis 15 ans, ils en bavent comme c'est pas possible. Et il ne manquait que la déforestation. Et donc, et voilà, ça y est, c'est fait. Et la tuberculose aussi. Hein. La tuberculose, ben ça fait quelques années. Il y a le deuxième combat, même premier d'ailleurs, il était là avant. Il était là avant, mais enfin, il n'y a pas de premier, second combat. Ces gens-là ces gens-là se tuent à nous dire on est tous fils et filles de la terre, on est tous frères. C'est un mot un petit peu qu'on dit comme ça, on ne sait même plus ce que ça signifie, mais arrêtons-nous une seconde, réfléchissons une seconde, regardons la planète Terre, de loin. C'est une poussière dans l'univers, une petite poussière. Elle est minuscule, on est tous là-dessus. L'être humain est le seul animal, parce qu'on est quand même un genre d'animal, à détruire son environnement, à détruire ce qu'il fait vivre. Aucun autre animal ne fait ça. Nous sommes les seuls à nous autodétruire en détruisant ce qui nous nourrit. Et c'est ce que les Ashaninka essayent de vous dire à tous à travers ma bouche. Alors pour ceux qui veulent en savoir plus, il y a le site internet www.chaveta.org où on pourra en apprendre encore beaucoup plus volontiers sur votre combat, Jérôme Pasteur, et vous aider aussi. Il est très bien fait ce site. Merci beaucoup Jérôme. Elle a pour la mer un amour immodéré. Pas étonnant dès lors qu'elle ait choisi de rendre hommage à celui qui restera l'un des navigateurs les plus respectés et les plus admirés dans le monde. Officier de marine, figure emblématique de la voile hauturière, précurseur aussi de la recherche architecturale marine avec ses fameux Pendwick, sa tragique disparition le 13 juin 1998 dans les eaux anglaises a contribué aussi à créer la légende Tabarly. Légende qu'il n'a d'ailleurs pas du tout recherchée. Non, c'était un personnage extrêmement timide et effacé. Qu'est-ce qui vous fascine chez Éric Tabarly? Pourquoi vous voulez lui rendre hommage? Je suis incapable de le lire. Incapable, absolument incapable. C'est une fascination depuis l'enfance, autant que je m'en souvienne, depuis toujours. Toute petite, j'étais collée devant la télévision en voyant naviguer ce monsieur, arriver, partir, recevoir les honneurs. Il partait sur la mer, on ne le revoyait plus, il arrivait, il était vainqueur. Vainqueur de quoi, je ne savais pas, mais il était vainqueur. C'était un chevalier, c'était un noble, une immense noblesse. C'est quelqu'un que vous avez déjà croisé? Oui. J'étais encore plus intimidée que lui. Je l'ai d'abord aperçu la première fois à un salon de la navigation, un salon de la plaisance. J'étais incapable d'aller lui dire ni bonjour, ni au revoir, ni quoi que ce soit. Je bégayais dans mon coin, je me suis éclipsée. Une femme devant son idole. Ah, vraiment, vraiment. Et la deuxième fois, je le rencontre, c'est à La Rochelle. Moi, j'avais sorti mon bateau de l'eau parce qu'il y avait plein de bulles de cloques partout, il fallait que je refasse les peintures. Et mon bateau était sur le quai à La Rochelle, je descends, j'étais un peu en colère parce que les peintures étaient mauvaises. Qui y avait sous le bateau, en train de regarder la carène, donc la coque du bateau? Éric Tabarly. Donc muette, bien sûr, je reste muette. Lui aussi, et il me dit, il n'y aurait pas une cabine téléphonique par ici? J'étais sûre qu'elle allait me parler de mon bateau, qui était beau, qui n'était pas beau. Et j'étais incapable, je lui dis non, je suis désolée, je l'ignore. Voilà l'échange. Après 30 ans d'admiration, j'étais incapable de lui parler, incapable. Et lui était aussi incapable de quoi que ce soit. Il était... Et là, il y a quand même une troisième fois, je le rencontre au départ d'une course. J'étais marraine du bateau de VDH. Et il était là, et là j'avais amené un livre, j'avais amené Le Conte de la Grande Forêt, et je voulais l'offrir à sa fille, à Marie. Et j'ai réussi à lui offrir, à lui dédicacer, j'ai réussi à lui parler. C'était un des plus beaux jours de ma vie. Ah, j'imagine. Est-ce que dans votre rapport à la mer, vous avez conservé quelque chose de Tabarly? Est-ce que vous avez... Parce que lui, c'était pas tant la mer qui le fascinait que les bateaux. Il était très intéressé par la vie en bateau. Oui, non, je dirais pas, je suis allée... Je ne sais plus ce que vous m'avez demandé en fait. Non, mais c'est savoir si vous aviez un peu le même rapport. Lui, c'est pas quelqu'un, Tabarly, qui avait un rapport très romantique avec la mer. Oui, c'était pas la contemplation, etc. Lui, c'était le bateau et ses performances. Moi, la mer, c'est pas la mer pour les grandes traversées. La mer, c'est pas
parce que j'y pose mon bateau et qu'avec mon bateau, je pars à la découverte du monde et je pars apprendre le monde. Je ne suis pas on m'avait proposé de faire de la course au large, beaucoup de fois, souvent on m'a proposé d'avoir des très très beaux bateaux et de faire des choses, et j'ai pas accepté, c'était pas la démarche. Ma démarche sur la mer, c'est la découverte du monde, c'est la découverte de la vie, c'est la découverte des autres. C'est pas la mer proprement dite. J'ai pas mal navigué en solitaire, j'ai traversé l'Atlantique de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud, d'Afrique vers le Brésil, et il y a des moments où en mer, je peux être terrorisée. Je crois que d'ailleurs, on a tous, on doit tous, on peut tous être par moments terrorisés. Mais cette terreur, elle est aussi sublimée, c'est exaltant, c'est une exaltation, on est en solitaire entre la mer et le ciel. Mais quand il faut redémarrer, larguer les amarres, je sais à quoi je dois m'attendre. Mais j'y vais, pas pour la mer, j'y vais pour la découverte. Et je crois que Tabarly, oui, avait un amour des bateaux. Je crois qu'il avait aussi un amour d'aller au-delà de tout, au-delà de lui-même, au-delà de l'horizon. Alors il y a une autre personne à côté d'Éric Tabarly qui a marqué votre itinéraire, votre parcours, c'est Paul-Émile Victor, jurassien, comme Jurassien, vous d'ailleurs. Lons-le-Saunier, oui. Et comment Paul-Émile Victor a-t-il marqué votre parcours? Mais ça s'est passé à travers le médecin de famille, Jacques Billot, de Champagnole, quand j'étais toute petite et qui venait soigner mes rhumes, mes oreillons, la varicelle et tous les trucs qu'on a tous. Il me parlait d'un monsieur avec lequel il était parti lors de la première expédition polaire en tant que médecin. Et il me parlait de l'expédition, de ce monsieur, de la découverte des glaces, et c'était Paul-Émile Victor. Donc ça aussi, ça vient de l'enfance, et c'est souvenirs de très 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 loin. Vous avez été bercé des récits de votre médecin de famille sur Paul-Émile Victor. Voilà, lui venait me soigner mes bobos et il me parlait de ce monsieur avec lequel il était parti dans le Grand Nord. Et qu'est-ce qu'ils ont en commun, Éric Tabarly et Paul-Émile Victor, pour vous? C'est un peu le même genre d'homme. Des individus qui vont au-delà de l'au-delà, au-delà de tout. Ils passent l'horizon. Et c'est ce que je faisais, petite fille. Je partais, je sautais la petite barrière du jardin, pas dans la première maison, mais dans la seconde maison, on habitait en lisière de la forêt. Je sautais la barrière du jardin, je disais à maman que j'allais ramasser les fleurs au printemps, et je revenais avec des brassées de fleurs, mais je faisais des kilomètres dans la forêt. Et il y a ce qu'on appelle dans le Jura des côtes. Et quand je voyais le bout d'une côte, j'allais à celle d'après. Toujours au-delà d'une horizon, au-delà de la limite. Et je revenais en courant de façon éperdue, parce qu'il ne fallait quand même pas que je parte trop longtemps, où je partais facilement 3 ou 4 heures. Et maman ne savait pas que je galopais jusqu'à d'autres villages. Et je crois que c'est ça que j'aime chez ces gens-là et chez les gens qui apprécient l'aventure. Patrick Franceschi dit que... Explorateur basé à Dijon. Ah bon? Il est Dijonnais, Patrick Franceschi. Il est Dijonnais, ah d'accord. Voilà. En ce moment, il est quelque part à travers les océans. Sur la Boudeuse. Il dit qu'il y a, sur la Boudeuse, il dit qu'on est animé par l'esprit d'aventure. Et c'est vrai. On l'a en soi, cet état d'esprit de découverte, d'aller au-delà de ce qu'on voit pour aller voir ce qu'il y a derrière et ce qu'on voit encore pas. C'est un état d'esprit, c'est une nature. Ça ne s'apprend pas, je crois pas. Merci beaucoup, Jérôme Pasteur. L'authenticité est ce qui a trait à la vérité. Être authentique, ne faire qu'un, ne pas chercher à donner de soi une autre image ou à se mentir à soi-même, mais afficher celui ou celle que l'on est vraiment. L'authenticité, c'est une valeur que l'on rattache souvent à la nature, et on aura bien compris, Jérôme Pasteur, que la nature, c'était votre lieu de vie. C'est pour ça qu'on n'est peut-être pas très surpris par le choix de cette valeur d'authenticité. C'est essentiel. Sans authenticité, on n'a plus de repères. Quand on ment, on s'embrouille soi-même, on perd le fil, on n'a plus d'existence. Les Achalinka, bon, je ne veux pas dire m'ont appris l'authenticité, je crois que c'est quelque chose qui me fait vivre depuis toujours. Mais ils m'en ont réappris la valeur. Et c'est aussi un message qu'ils me demandent de passer. Nous, on est entouré de peur qu'on s'inflige à nous-mêmes, je dirais. C'est un petit peu ce dont on parlait précédemment, avec cette espèce de morale judéo-chrétienne qui nous a mis sur des rails, des fausses rails. On a perdu dans nos civilisations notre authenticité. C'est-à-dire on a perdu d'abord le bonheur d'être un individu. On se considère rarement comme un individu. On se considère comme quelqu'un auquel on dit de prendre un crédit, auquel on dit de faire un choix sur une publicité, mais on oublie nos propres choix. L'authenticité, c'est d'abord dire « je suis vivante, je suis telle personne
et je veux être telle personne, et je m'aime comme je suis moi. Je ne m'aime pas comme est la voisine ou comme on me dit d'être. Je suis brune, je ne suis pas blonde. L'authenticité, ça va définir votre futur et votre chemin. Il n'y a rien de plus essentiel que d'être soi-même. Connais-toi toi-même. Mais on ne va pas quand même tous aller chez les Jachaninka pour retrouver il faudrait apprendre ici, maintenant, tout de suite. Alors, quel conseil vous donneriez à quelqu'un que vous sentez vraiment faux, mais déjà faux avec lui-même, hein? Ah oui, être faux avec les autres, c'est un autre domaine. Ça, c'est un autre chapitre. L'authenticité qu'on a par rapport à soi-même. Le conseil, je ne sais pas, dire j'ai tel âge, j'ai donc déjà vécu tant d'années, il m'en reste à peu près tant, donc il y a déjà ça de fait. Est-ce que je l'ai fait pour moi? Est-ce que je l'ai fait comme je voulais le faire? Ou est-ce que je suis à côté de mes pompes? Est-ce que vraiment là où je suis aujourd'hui, c'est là où je voulais aller? Est-ce que je n'ai pas moyen de changer ça si je ne suis pas là où je voulais aller? On vit très peu de temps. Entre la naissance et la mort, il n'y a rien. Il ne faut pas perdre ça. Il ne faut vraiment pas le perdre. Ce n'est pas le fait d'avoir acquis, je ne sais pas combien de voitures, de maisons ou de quoi que ce soit qui va faire qu'on aura vécu avec authenticité ou qu'on aura vécu tout court. On aura vécu tout court si on a vécu ce que l'on porte en soi. Je crois que dans la Bible, on dit « qu'as-tu fait de ton talent ?» C'est vrai. Mais c'est ça l'authenticité. Qu'as-tu fait de ton talent? Que vais-je faire de mon talent? Il n'y a rien d'autre. On a un talent, en général le talent c'est aussi ce que l'on aime faire. C'est ça qu'il faut développer, quel que soit le talent. Mon grand-père disait « il n'y a pas de sot métier, il n'y a que des sottes gens ». On peut faire quoi que ce soit, on peut balayer une cour ou être président de la République, il faut le faire bien. À bon entendeur, salut. Il faut faire bien ce pourquoi l'on sent que l'on est fait. Est-ce que, je vais vous retourner à la question que vous avez glissée là, vous disiez, est-ce que je suis bien à ma place? Est-ce que, en regardant ce que j'ai déjà fait, j'ai la sensation d'avoir bien fait? Vous vous posez cette question-là, vous? Ben oui, mais j'ai pas l'impression d'avoir bien fait toujours. Je sais pas, c'est plus les autres aussi qui. Mais c'est bien votre vie en tout cas que vous avez vécue. Si je parle que de moi, oui, que de vous. Moi je change rien. Peut-être, on l'abordait aussi précédemment, j'aurais peut-être aimé aller un peu plus vite par moment, savoir plus vite, comprendre plus vite. Mais bon, prendre des chemins de traverse pour revenir à l'essentiel, bon, c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, sur ce que, par rapport au rôle que j'essaie de jouer, que je dois jouer, le rôle que m'ont confié les Jachaninka, à savoir, ils en bavent comme c'est pas possible, il faut en parler, il faut essayer de faire quelque chose pour eux. Je suis incapable de vous dire si j'ai bien fait ou mal fait. C'est à vous de le dire, ce sera à eux de le dire, au résultat de le dire, j'en sais rien. J'essaie de faire pas trop mal, quoi. Et quand vous arriverez à la fin de votre vie, vous y pensez ou pas? Oh je dois être à une bonne moitié là, enfin une toute petite moitié plutôt, je vais vivre centenaire je crois, il me semble, minimum. Et vous y pensez à cette fin où, en vous disant tiens j'aimerais plutôt que ça se passe chez eux, non j'aimerais plutôt que ce soit dans le Jura, dans ma maison? Oh non, pas du tout. Si j'y pense, je pense, quand une angoisse me vient à ce sujet, la seule angoisse c'est est-ce que je vais avoir le temps de faire tout ce que j'ai à faire? Ah oui. Ou alors est-ce que je vais avoir le temps de passer le relais? Ou alors est-ce que je vais avoir le temps que, avant de mourir, que les gens comprennent certaines choses. J'aimerais vraiment vous dire qu'il y a des choses qu'on doit réapprendre. Où aimeriez-vous arriver avant votre mort? Voilà, vous êtes le jour de votre mort et vous diriez en être où par rapport à vous personnellement, par rapport à votre combat? J'aimerais qu'il y ait 2-3 personnes, ou même qu'une, qui me disent « je suis d'accord avec vous ». Il faut vraiment essayer de réapprendre ce qu'on a oublié, de réapprendre ce que les peuples premiers aujourd'hui, eux, savent toujours. D'accord, on est tous d'accord, hein. C'est facile d'être d'accord. D'accord quand on en parle, mais est-ce que profondément, la Terre souffre? La Terre, c'est notre mère. On dit, au Pérou, dans les montagnes, ils l'appellent la Pachamama. Chez les Achaninka, c'est Inchatoshi. Et on dit la mère nature, c'est pas pour rien qu'on dit la mère nature. Donc c'est ça que j'aimerais essayer et que je commence un petit peu à arriver à faire à travers des livres, à travers une émission superbe comme celle d'aujourd'hui avec vous, à travers des conférences, à travers des festivals, des choses comme ça. Et les gens seront d'accord avec moi. Et les gens le pensent. Mais il ne faut pas seulement le penser intellectuellement, il faut le revivre avec son ventre, il faut le ressentir. C'est aussi la même chose que l'authenticité. Mais bon sang, il faut se rendre compte qu'on est né les 2 pieds dans la terre et que cette terre nous nourrit et qu'il faut protéger et respecter cette terre. Sinon on va à la mort. Nos sociétés
Vraiment, franchement, c'est pas pour rajouter l'espèce de bruit de routine, leitmotiv, que la nature souffre, il faut l'aider. Non, c'est pas ça que je dis. Je dis vraiment, on va mourir. Les Indiens nous le disent, les peuples premiers des forêts nous le disent. Mais vous allez mourir, et avec vous, on va mourir aussi. Parce que vous ne respectez pas celle qui vous nourrit. La terre nous donne le sein, mais on crache sur le sein et on nous coupe le sein. On n'aura plus à manger. Je crois qu'on aura entendu votre cri. Moi, j'appelle ça un cri d'alerte. Jérôme Passeur. Merci de le lancer. Merci. Merci. Lorsqu'elle arrive chez les Indiens à Chaninka, ils la baptisent Chaveta, qui veut dire papillon. La veste de la Kushma, la tunique traditionnelle de coton brun, peigne son visage de dessins carmins. Comme son clan d'adoption, le clan de Chirampari, elle vit sous les huttes traditionnelles de feuillage tressé, mange du singe, sirote son pearensi, la boisson qui fait rire. Elle adopte tout, jusqu'à leur croyance aux esprits qui se cachent dans la nature, esprits malins ou bénéfiques. Elle célèbre avec des rituels le culte des ancêtres et la force de la nature, bien loin de la religion catholique dans laquelle elle a été élevée. Enfin, vous n'êtes pas d'accord avec le bien loin de la religion catholique? Pour vous, c'est l'animisme, c'est le petit côté qui manque à la religion catholique. Oui, bien sûr, ça se ressemble énormément. Le padre Mariano Gagnon, qui est le père de la mission, Mariano n'est pas encore décédé, mais sa mission, elle est décédée, le sang qui est lumineux l'a attaqué, l'a brûlé, mais Mariano, à la belle époque de la mission, me disait, en fait, ce sont les Ashaninka qui m'ont réappris à être chrétien. Ils étaient chrétiens avant l'heure. Ils vivent en communauté, ils partagent tout. Leur survie est bâtie sur l'échange et sur l'amour du clan. Ils sont chrétiens avant les chrétiens, ils sont plus chrétiens que les chrétiens. Et c'est Mariano qui m'explique. Il est venu leur parler de Jésus, le père Mariano? Il est venu tenter de leur parler de Jésus et eux lui ont parlé de Tasorensi, le Dieu unique, bon, présent en toutes choses. Et c'est ça qui manquait à Mariano. Son Dieu était unique et bon, il l'est toujours, comme le mien d'ailleurs, mais leur Dieu vit dans l'arbre, dans la pierre. Leur Dieu vit dans le nuage et la rivière. Leur Dieu vit dans l'animal, comme dans l'homme. Et l'homme fait partie intégrante de la nature. C'est ça qui nous manque. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on en est arrivé aux extrémités de destruction auxquelles on est arrivé. Le peuple premier estime, protège et aime la pierre, le poisson et le nuage comme sa famille. Pas nous, c'est la grande différence. Nous, on est là pour conquérir la terre. On est là pour en être les propriétaires. C'est ce que nous a appris notre Dieu ou notre religion, disons notre Église. Et c'est le contraire chez eux. Chez eux, leur Dieu leur a appris l'humilité, le silence, l'écoute. Et le Padre Mariano a réappris ça avec eux. Et il a dit, ces gens sont plus chrétiens que les chrétiens. Comment, justement, expliquez-nous un peu comment vous avez été élevé, vous, sur un plan spirituel. Moi, j'ai été élevée dans une famille catholique, avec des parents qui ont pratiqué quand j'étais enfant, mais après, ça s'est un petit peu dilué. J'ai fait ma communion, toutes les choses bien comme il faut. Mais j'ai surtout vécu la religion catholique à travers ma grand-mère. Ma grand-mère qui était extraordinaire, comme toutes les grand-mères, j'imagine, mais que j'ai vue souffrir. On en a parlé aussi un petit peu précédemment. Parce que vous nous expliquez que c'est un peu à l'ancienne, la religion à l'ancienne. Elle était dans une religion complètement à l'ancienne. Elle était complètement bridée par cette épouvantable morale judéo-chrétienne qui nous pourrit la vie quand même. Qui était une interprétation finalement. Qui n'a été qu'une interprétation des hommes. Et c'est ce que je n'aime pas dans notre Église. Je suis croyante, je crois en mon Dieu unique, que j'appelle de plein de noms différents, dont Tasorensi bien évidemment. Mais pour moi, ce Dieu est présent en toutes choses. Il est amour et il est humilité. Et j'ai vu souffrir ma grand-mère avec tous ces interdits, avec cette espèce d'adoration, non pas de Dieu, mais cette adoration des objets de l'Église, des objets, cette adoration des représentants d'un Dieu. Mais là, on s'est trompé quelque part. Apprenons ensemble à adorer Dieu. Si tant est qu'on doit adorer quelqu'un, mais du moins à l'aimer d'amour. Et là où je ne suis pas d'accord, c'est ce qu'a fait l'Église de ce Dieu d'amour et d'humilité. Là, je ne suis pas d'accord. Vous avez pu en parler avec votre grand-mère ou... J'étais trop jeune, oui. Je lui posais plein de questions. Elle avait une croyance absolue en la Sainte Vierge. Elle avait raison d'ailleurs. Que vous avez vous aussi cette croyance ?
Non, j'ai une croyance, moi, en la force et dans le pouvoir de la nature. Pour moi, Dieu, c'est la nature. Pour moi, Dieu, c'est la terre, c'est le ciel, c'est les étoiles. J'ai une croyance absolue en le pouvoir de la flamme divine qui est en nous tous. Et quand je dis tous, animaux, plantes, rochers, montagnes, tous. Ça oui, j'y crois. Vous lui parlez à Dieu? Bien sûr. Vous faites quoi? Vous tempêtez, vous demandez, vous remerciez? Tout ce qu'il y a à faire. Remercier beaucoup, il faut beaucoup remercier. Quand on remercie les choses, la nature, donc ta sorensi, on se remercie soi-même. Et c'est important de se remercier soi-même. Des fois, on oublie. Mais je suis très en colère aussi, des fois. Mais c'est un Dieu que... Vous êtes en colère, bien sûr. On ne doit pas être en colère. C'est un 7 péchés capitaux, je crois. La colère. Je crois que c'est, oui, je suis quelqu'un de colère. Il ne faut pas. Colère contre l'injustice, colère contre ce que l'on devrait comprendre, colère contre ce qu'on a oublié, qu'on n'aurait pas dû oublier. Donc c'est plus une colère tournée vers les hommes, alors? Vers les hommes, oui. Ah, pas vers Dieu, non. Je ne sais pas, la colère, quand on dit « mais pourquoi Dieu est-il et qu'il fait ça ?» Je ne sais pas, ça me dépasse. Une fois, j'ai posé une question à un autre père missionnaire. Il y a des pères... en forêt, il y a eu des pères missionnaires qui ont fait des choses épouvantables. Ce n'est pas le sujet. Il y a eu des pères missionnaires qui ont fait des choses merveilleuses. J'ai eu la chance d'en connaître 2. Et une fois, à Adolfo Torralba, j'ai posé la question « Est-ce que vous croyez vraiment? Est-ce que vous n'avez jamais douté ?» C'était la nuit. On était en forêt d'Amazonie. On venait de rentrer ensemble après plusieurs années d'absence de la forêt, parce que la forêt avait été attaquée par le sentier lumineux. Il avait été mis à mort, moi aussi. On est rentrés ensemble dans sa mission. Et on avait peur. Vous imaginez la nuit, pas de lumière évidemment, on est au cœur de la forêt. Les bruits de la forêt, ce silence et cette tension nerveuse. Et là, je lui demande Adolfo, est-ce que parfois vous doutez? Il a fait silence et à un moment il me répond, non, jamais. C'est comme si le navire coulait et que je doive nager. Je ne vois pas la côte. Je ne sais pas si je vais atteindre la côte. Je ne sais même pas si la côte existe. Mais j'ai 2 solutions. Soit je n'y crois pas et je coule tout de suite, soit je nage parce que je me dis je vais me sauver. Et moi je nage. Et c'est pareil, je nage. Très joli. Merci beaucoup, Géraldine Pasteur. C'est déjà l'heure de la dernière conversation avec vous, Géraldine Pasteur. Cette fois-ci, c'est une conversation qui va partir un peu dans tous les sens. Des petites questions, à droite, à gauche, et vous êtes obligé de répondre, il n'y a pas de joker. Bon. Je ne peux pas partir en courant. Non, on a le droit au silence, mais on n'a pas le droit au joker. On a beaucoup parlé des Achaninka. Est-ce que vous voulez bien me dire quelques mots en langue Achaninka pour commencer? On va commencer doucement, qu'on puisse entendre la mélodie de cette langue. Arikameza. Ainiro Meka Kameza, émission de télévision. Aviro Kameza Tsinani. Naro Nonkante Oseki Passonki Aviro Tsinani. Et vous avez dit? J'ai dit, nous sommes en train de tourner une très belle émission de télévision avec vous, charmante personne, et je vous remercie du fond du cœur pour tout cela. Émission de télévision, ils n'ont pas la traduction. Oui, alors c'est pour ça une émission d'émission, je ne voyais pas animation dans la boîte. Ce serait peut-être difficile à leur expliquer. Quels sont les démons, Géraldine Pasteur, que les années n'ont pas assagis? Les démons, d'abord, est-ce que j'ai des démons? Les démons qui m'habitent? En tout cas, oui, les démons, les... Je parlais un peu tout à l'heure de la colère. Je crois que c'est l'excès en tout nuit, me disait aussi mon grand-père. Mon grand-père me disait beaucoup de choses. C'est un sage, votre grand-père. Oui, il était extraordinaire. Le prochain livre que je suis en train d'écrire, qui est pour l'année prochaine chez Artaud, je vais beaucoup vous parler de mon grand-père. Un livre qui va s'appeler comment, vous savez déjà? Je ne sais pas encore. Ça va se passer en Patagonie, au fil des canaux, et je vais vous raconter plein de souvenirs et plein de choses à mon grand-père. Il disait donc que l'excès en tout nuit. Et il avait raison, il a raison. Et je crois que mon principal démon, c'est l'excès. L'excès peut-être dans ma passion. Quel est votre mot préféré? Liberté, vérité, authenticité, on en a déjà parlé. Ça fait une belle devise tout ça. Ouais. Vous avez une vraie devise sinon? Des mots que vous vous répétez de temps en temps ou qui vous guident, qui vous donnent le cap? Des mots qui me guident. C'est ok, je me trompe pas, c'est ok. On a introduit l'émission avec le chemin, l'aventure est un chemin qui a du cœur. Je crois que avoir une vie qui a du cœur, c'est important. Des mots que je me répète, c'est l'authenticité du guerrier. Quand je pense à moi, je pense que c'est dur de se confier comme ça, de dire des choses pareilles. Je me vois un peu,
c'est comme ça qu'on aussi appelé les Achaninkas cette année. Alors je peux peut-être me permettre de le dire, je me vois comme une guerrière. Ah oui, du papillon à la guerrière, il y a eu une petite progression dans les noms qui vous ont parce donnés. que papillon, c'est le petit papillon. Au début, papillon, c'était le petit papillon de la connaissance, c'est-à-dire la connaissance de l'extérieur de la forêt. Celle qui sait des choses que les Achaninkas, au cœur de la cordillère du Villalba, ne savent pas encore. Donc la connaissance d'un monde moderne, d'un monde extérieur. Donc il y avait déjà une notion, non pas de guerre, mais de combat, de recherche, d'éducation, de curiosité, de connaissance à apporter. Donc c'est un petit peu le... Non, ils m'ont appelé la guerrière quand on a été donc cernés, parce que c'est quand même un petit peu moi qui ai mené la marche. Ce sont des gens assez effacés, qui ont du mal à rentrer à des combattants, à eux des guerriers. Ils le sont quand il y a un véritable affrontement, évidemment, sinon ils ont plutôt tendance à s'effacer, et il ne faut pas. C'est quoi le bonheur, Jérôme Pasteur? C'est avoir été à la fin de sa vie, ce que l'on devait être, c'est développer son talent, et mettre son talent au service de soi-même, ne jamais s'oublier, parce qu'on fait des bêtises si on s'oublie, et au service des autres humains, nature, animaux, tous les autres. Quel est le plus beau compliment que l'on vous ait fait? Je sais pas, je sais pas. J'ai aucune idée. Je n'ai aucune idée. Quelle est la personnalité politique que vous estimez le plus? Alors vous n'êtes que 3 mois en France par an, donc ça restreint sans doute le champ, mais... Mais vous savez, j'ai aucune confiance dans tous ces messieurs et dames. Je ne les connais pas assez, certainement. Moi, j'attends un chevalier. J'attends un homme politique ou une femme politique. Je dirais, d'une façon imagée, qui arrive sur son destrier, son bouclier, avec sa lance à la main. Moi, je veux un chevalier. Ceux-là, ils nous font du showbiz, ils nous font de... Non, j'ai aucune confiance. Et dans le passé, on s'en sortira pas comme ça. Est-ce que dans l'histoire alors de France ou l'histoire du monde, il y a un personnage historique qui vous parle ou... Diogène. Oula, on remonte loin là. On remonte loin. Diogène qui cherchait un homme en plein jour avec sa lanterne à la main. Et on lui disait, mais que faites-vous? C'était un sage qui vivait dans un tonneau. Je cherche un homme. Déjà à cette époque, il cherchait un homme avec un grand H. Vous vous souvenez de la dernière fois où vous avez pleuré? Il n'y a pas longtemps. Pourquoi c'était? J'ai pleuré en faisant les commentaires du film qui va sortir sur la 5 au printemps. Il ne faudrait pas que je repleure maintenant en y repensant. Parce que je disais justement, mais où vas-tu Achaninka? Qui es-tu Achaninka? Comment allons-nous t'aider Achaninka? Et chaque fois que je sors de la forêt, je pleure quand je pars. Et cette année, je n'ai pas été la seule à pleurer. Ça a été la première fois depuis 21 ans. Et en faisant les commentaires du film, il y a très peu de temps, il y a quelques jours, on a terminé il y a 2 semaines, lorsque j'ai essayé de dire ça au public, leur dire qu'est-ce qui va se passer pour eux? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensemble pour eux? Qu'est-ce qu'on va pour les Achaninkas, mais pour tous les peuples premiers, pour la forêt, mais pour nous? Qu'est-ce qu'on va faire pour nos frères qui souffrent? Qu'est-ce qu'on va faire pour nous-mêmes qui souffrons? Et quand j'ai écrit ce commentaire et que je l'ai dit, j'ai pleuré. Il a fallu que j'arrête de pleurer pour le dire correctement quand même. Je voudrais terminer en montrant cette BD, hein. On peut dire ça comme ça, une bande dessinée. Oui. Vous me la présentez? Elle n'est pas faite avec n'importe qui. C'est l'adaptation d'un de mes derniers romans qui s'appelle L'enfant qui rêvait le monde, qui est sorti chez Lafon. Et on a changé le titre. Chez Léna, c'est l'héroïne, c'est cette petite indienne de la forêt du Darien au Panama qui va, au sein d'un village au bord de la mer, au bord de l'Atlantique, lever la malédiction d'un village. Cette bande dessinée est dessinée par René Follet, un monsieur extraordinaire, un prince du dessin et de la bande dessinée. René Follet a un certain âge, il a passé les 70-72 ans. C'est un maître du dessin. Il dessine directement à la couleur, à la peinture, directement les cases, les dessins. C'est fabuleux, c'est fabuleux. L'histoire est belle, vous la découvrirez, c'est moi qui l'ai écrite, mais le dessin est extraordinaire. Merci beaucoup en tout cas pour cette très belle émission. On a passé un très bon moment avec vous, Jérôme Pasteur. Et je suis sûre que votre grand ancêtre, le grand Louis, va être très fier de vous là-haut. En tout cas, bravo à vous. Bien.
Et puis, j'espère que vous aurez des retours suite à cette émission, que les gens vont venir vous aider ou vous apporter de l'argent pour sauver cette tribu à Chaninka. Je vous mettrai au courant. Bon courage à vous et bonne continuation, Merci. Jérôme. Au revoir. Au revoir.